Boker Tov Lekoulam, Shalom Uvracha et bienvenue dans notre cours du mercredi matin, cours de Parashat à Shavua. Et voilà, nous ouvrons un nouveau livre. Ça y est, nous rentrons dans le livre de Shemot, et Besha Tova ou Mutzlachat. Et donc, eh bien, il va falloir essayer de comprendre tout de suite de quoi il s'agit. Quel est le projet du livre de Shemot? Alors, tout d'abord, eh bien, il faut savoir que nos sages avaient l'habitude de donner un nom au livre de Shemot, non pas les noms, non pas Exode, mais ils avaient l'habitude de l'appeler Sefer Sheni. Sefer Sheni, vous allez me dire, bah oui, bah c'est le deuxième, donc on l'appelle le deuxième. Sauf que on n'a jamais vu nos sages appeler Vaïkra Sefer Shlishi, ou Bamidbar Reviyu, ou Dvarim Chamishi. En d'autres termes, il ne s'agit pas simplement du deuxième parce que c'est le deuxième. Et là, il est le deuxième par rapport à Bereshit. En d'autres termes, c'est comme si on l'appelait Bereshit Sheni. Pour nous expliquer qu'entre le livre de Shemot et le livre de Bereshit, il n'y a pas une différence fondamentale. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, tout simplement, le livre de Bereshit, c'est le dévoilement Mimala Lemata. C'est un dévoilement qui part du haut et qui vient vers nous. De la même façon, le livre de Shemot, c'est également cela. Par opposition au livre de Vaïkra, où on va attendre cette fois un réveil de l'homme. Vaïkra, El Moshe. C'est-à-dire qu'on attend que Moshe il puisse également répondre. Donc, si vous voulez, Sefer Shemot, c'est vraiment la continuité de Sefer Bereshit. Mais il y a une différence. Si le livre de Bereshit était là pour nous mettre en avant, nous expliquer qui était la famille hébraïque, qui était ce peuple juif que Dieu a choisi, eh bien, le livre de Shemot va nous expliquer comment le peuple juif sort d'Égypte, sort d'exil et prend en main son rôle eh bien, de ce vecteur du dévoilement divin. Donc voilà le programme du Sefer Shemot jusqu'à l'avènement du Mishkan et le moment où la présence divine eh bien, peut résider parmi nous. Alors comment est-ce que tout ça, ça commence? Sefer Shemot, eh bien, avant de rentrer dans le texte lui-même, il faut bien comprendre une chose. Alors c'est une chose qui est vraie pour toute la Torah, pas que pour le livre de Shemot, mais vous allez voir qu'ici, elle est encore plus prépondérante. Le Talmud, dans le traité de Megillah, à la page 14, nous dit Nevoa sheutzrecha ledorot nichteva. Une prophétie qui sert les générations est inscrite dans la Torah. Une prophétie qui ne sert pas les générations n'est pas forcément écrite dans la Torah. Donc ça veut dire que si c'est marqué dans la Torah, c'est qu'on doit en apprendre quelque chose. C'est que ça va avoir une vocation de hora'a, une vocation d'enseignement pour toutes les générations. Maintenant qu'on a dit cela, ça paraît d'ailleurs assez évident, mais c'était important de le redire. Une fois qu'on a dit cela, alors on peut rentrer dans le vif du sujet. Le livre s'appelle Shemot. Le livre s'appelle Shemot, les noms, et pourtant ce qui est probant, ce qui est mis en avant dans notre paracha, eh bien c'est l'absence de noms. Alors oui, au début de la paracha, on dit Elevé, les Shemot ben Israël, Abayim Mitzrayim, très bien. Et on va nous faire la liste, Yaakov, Yishuv, Tobaou, Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda. Mais dès qu'on s'éloigne de ces personnages qu'on connaissait déjà du livre de Bereshit, et que nous allons rentrer dans l'univers du livre de Shemot, eh bien tout d'un coup, les noms disparaissent. Les noms disparaissent. Comment ça se fait? Alors, peut-être que je vais un tout petit peu trop vite. Avant cela, on nous présente un tournant dans l'histoire égyptienne et donc dans notre histoire également. On nous dit Vayakom melech hadash al Mitzrayim asher lo yada et Yosef. On nous dit un nouveau roi s'est levé sur l'Égypte, un nouveau pharaon qui ne connaissait pas Yosef. Machloket dans le Talmud, est-ce que c'était Bémet un nouveau roi, est-ce que c'était pas Bémet un nouveau roi? C'est pas très important. Le fait est, si on s'en fie à l'archéologie égyptienne, il y a effectivement au XIVe siècle avant l'ère chrétienne un changement de dynastie. On arrive à la 18e dynastie et donc c'est très possible qu'il y ait effectivement un nouveau roi. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'il ne connaissait pas Yosef? C'est pas une question historique, est-ce que je connaissais ou je connaissais pas? C'est qu'on veut se détacher complètement eh bien, de l'influence yoséfique. Si on va vraiment pousser dans l'étude archéologique qui va nous donner tout simplement une perception plus profonde de l'étude de la Torah, eh bien on se rendra compte qu'effectivement, au XVIe siècle avant l'ère chrétienne, l'époque de Yosef, eh bien, il va y avoir une conquête de l'Égypte faite par un peuple qui s'appelle les Hyksos, Rixos. Et ces Rixos, eh bien, sont des Sémites. Ils viennent conquérir l'Égypte, ils vont
exiler la famille pharaonique des dynasties antérieures, prendre le pouvoir pendant une centaine, 150 d'années. C'est Hyksos, eh bien, le roi Hyksos, le pharaon Hyksos le plus connu, il s'appelle Akhenaton. Et ce Akhenaton correspondrait en termes de timing avec Yosef Hatzadik. Très intéressant de savoir que Akhenaton, eh bien, a fait une espèce de Khazara Bichura, puisqu'il a annulé l'idolâtrie, le panthéon égyptien, pour ne créer qu'une religion tournée autour d'un dieu, le disque solaire, Aton. Peut-être que l'influence de Yosef vers le monothéisme a joué. C'est possible. Quoi qu'il en soit, Vayakom Melech Hadash al Mitzrayim, 150 ans plus tard, après la conquête des Hyksos, eh bien, les Égyptiens antiques reviennent et reconquièrent leur pays. Et ça jette un regard beaucoup plus plausible sur les versets que nous allons lire dans le début de la paracha. Pharaon, Vayakom Melech Hadash al Mitzrayim Shalodat Yosef, Pharaon se lève, ce nouveau pharaon, et rassemble son peuple et tout de suite met en garde contre les Hébreux. Et justement, je parle d'Hébreux, pourtant, Pharaon nous donne déjà notre appellation. Et il dit à son peuple, Yesh Am Bene Israël Rav Ve'atzum Mimenu. Il y a un peuple au sein de l'Égypte qui s'appelle les Bene Israël. Et là, je préfère le dire tout de suite. Donc, toutes les personnes qui disent que nous sommes devenus un peuple au Mont Sinaï, c'est une erreur. La Torah nous le dit clairement, nous sommes d'ores et déjà un peuple qui s'appelle Béné Israël en Égypte. Donc la dimension nationale ne passe pas par l'acceptation de la Torah. La Torah, évidemment, est un plus. La Torah va nous expliquer comment ce peuple se comporte et doit se comporter, mais nous sommes un peuple avant de recevoir la Torah. Maintenant, pourquoi Pharaon dit « Faisons quelque chose » parce qu'on a très très peur de ces gens-là. Si jamais il y a une guerre, eh bien, il risquerait fort de se mettre du côté de nos ennemis. Et là encore, on peut se poser la question, Lama, à ce moment-là, il n'y a pas encore d'esclavage en Égypte. Donc les Hébreux, les Bnei Israël, vivent bien en Égypte. Quelle mouche leur a piqué de se dire que si jamais il y avait une guerre, ils allaient prêter main forte aux autres. Eh bien, quand on replace les choses dans leur contexte historique, eh bien, on comprend. Les Hyksos ont été battus par les Égyptiens. Les Hyksos étaient des amis des Hébreux. Ce sont des Sémites. Maintenant, si jamais il y a une guerre, à quelle guerre font-ils référence? Si jamais les Hyksos reviennent, évidemment que les Bnei Israël seront de leur côté. Donc ça comprend, ça explique un petit peu le contexte historique. Dans tous les cas, nos sages nous disent dans le Midrash qu'à ce moment-là, Pharaon va voir, grâce à ses mages, grâce à ses visions, que viendra un moment où le Moshiach chez l'Israël va naître. Que le libérateur d'Israël va naître. Et c'est là qu'il va falloir qu'on commence réellement à rentrer dans notre texte. Nous dit le Midrash qu'il a vu que le sauveur d'Israël allait naître, aval lo yodea immi Israël ou immi Mitzrayim. Il ne sait pas s'il viendra d'Israël ou de l'Égypte. Vous savez, Pharaon, ce nouveau Pharaon, le méchant de l'histoire, eh bien, quand on demande aux enfants, mais qu'est-ce qu'il a voulu faire, Pharaon? Eh bien, la première chose qu'il veut faire, c'est garder Am Israël chez lui. D'ailleurs, c'est très bizarre. Ils ne sont pas encore esclaves, on vient de le dire. Et donc, s'il a peur d'une rébellion, s'il a peur d'une trahison, mais il a qu'à les dégager. Mais non, il ne veut pas. Il dit justement, faisons en sorte qu'il reste ici. Penyalo minaharetz. Je ne veux pas qu'il s'en aille. Vous savez, on a entendu ce genre de phrases, comme la France sans les Juifs de France, ce n'est plus la France. Et qu'est-ce que ça veut dire? L'Égypte sans les Juifs d'Égypte, ce ne serait plus l'Égypte, nous dit Pharaon? Car Pharaon veut absolument s'approprier quelque chose du peuple juif. Qu'est-ce qu'il veut s'approprier? Quelle est la première xéra, le premier décret terrible de Pharaon? Nous, on connaît dans le film, il a jeté les enfants dans le fleuve. Mais ce n'est pas la première xéra. Le premier décret de Pharaon, c'est lorsqu'il va dire aux Meyaldot Ivriot, aux sages-femmes du peuple juif, Shifra et Poua, Myriam Yocheved, qui étaient certainement pas que deux, mais c'était les chefs de file certainement. Il leur dit, lorsque vous allez aller enfanter les filles d'Israël, si c'est un garçon, tuez-le, si c'est une fille, laissez-la en vie. Voilà le premier décret de Pharaon. Il est terrible, parce qu'il veut détruire les hommes, mais il garde les filles. Lama, ma'aketa. Quelle est l'idée? Eh bien, l'idée, elle est très simple.
Qu'est-ce qui va se passer dans 15-20 ans? Les filles seront des adultes, il va falloir les marier. Elles pourront plus se marier avec des enfants juifs, puisqu'il n'y en aura plus des garçons juifs. Mais elles se marieront donc avec des Égyptiens. Ainsi, l'Égypte deviendra juive al-pi halacha, mais égyptien d'après la culture et la mentalité. En d'autres termes, Pharaon essaye de devenir Am Ségoula. Il essaye de s'approprier la matrice d'Israël. C'est pas lui qui a inventé ça. Le Pharaon de l'époque d'Abraham l'avait déjà compris lorsqu'il essaye de s'approprier Sarah. Il y a cette volonté de ne pas détruire le peuple juif, de ne pas les chasser, parce qu'on comprend qu'il y a ici une essence, on veut se l'approprier tout en annihilant toute conscience, j'allais dire, identitaire du peuple juif. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas, et donc, il en vient à son deuxième décret. Et son deuxième décret, c'est celui qui va nous intéresser là maintenant. Dans son deuxième décret, il dit, encore une fois, le Midrash nous dit, donc voilà, il a vu le libérateur d'Israël, mais il ne sait pas si ce libérateur viendra de l'Égypte ou des Hébreux. Et c'est pour cela qu'il dit, Vayomer paro lechol amo, Pharaon a dit à tout son peuple, Kon aben ayelod ayeora teshlichu, vechol abat techayu. Tous les garçons, les enfants mâles qui vont naître, vous les balancez dans le fleuve, et toutes les filles, vous les laissez vivre. Mais à qui il parle? Il parle à son peuple. En d'autres termes, le décret de jeter les enfants garçons dans le fleuve ne concerne pas que les Juifs. Il concerne tout le monde. Parce qu'il ne sait pas si le libérateur vient d'Israël ou de l'Égypte. Mais moi, je pose la question. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il ne sait pas s'il vient de l'Égypte ou d'Israël. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Les amis, il y a un concept très important du Talmud. Le Talmud nous dit En chavush matir atzmo mibet ha'asurim. Un prisonnier ne s'auto-libère pas de la prison. Il a besoin d'une aide extérieure. Si on veut sortir d'Égypte, tu ne peux pas être un esclave pour être le dirigeant de la sortie d'Égypte. Si on veut sortir à Israël d'Égypte, il faut quelqu'un qui n'est pas soumis à la persécution égyptienne. C'est pourquoi on ne sait pas s'il va être d'Israël ou de l'Égypte. Parce que rappelez-vous d'une chose, comment s'appelle cet événement que nous sommes en train de commencer à étudier? Eh bien, ça s'appelle Yetziat Mitzrayim. Yetziat Mitzrayim, en hébreu, cela veut dire la sortie d'Égypte. Mais attention, la sortie de l'Égypte, la Yetzia de l'Égypte. En d'autres termes, cela veut dire qu'il semblerait que l'idéal, c'est que l'Égypte sorte d'Égypte. Non, ça ne veut pas dire les Juifs sortent d'Égypte, parce qu'à ce moment-là, il aurait fallu dire Yetziat Israël, ou alors Yetzia mi Mitzrayim. Le fait de dire Yetziat Mitzrayim implique que l'idéal, c'est que l'Égypte sorte de son exil. Le Rav Kook dira dans Orot Israël, Yetziat Israël mi Mitzrayim tishaer la'ad ha'aviv shel kol ha'olam kulo. La sortie d'Israël d'Égypte restera pour l'éternité le printemps de toutes les nations du monde entier. Ainsi, le libérateur doit avoir un rôle de libérer le peuple d'Israël, mais il doit libérer également l'Égypte. Et vous comprenez donc pourquoi Pharaon ne sait pas s'il vient d'Égypte ou s'il vient d'Israël, car il doit avoir une connexion aux deux. Et voilà ce qui est en train d'arriver. Tout d'un coup, on va nous parler de la naissance de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu! Moshe Rabbeinu! Dites-moi, Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, Gdol HaNeviim, le plus grand de tous les prophètes, Moïse. Vous savez que si l'histoire s'était passée aujourd'hui, eh bien Moshe ne se serait pas appelé Moshe. Moshe se serait appelé Jean-Jacques. T'imagines, le plus grand des prophètes qui s'appellerait Jean-Claude, Bertrand. Oui, comprenez-moi bien. Le texte qui ouvre le livre de Shemot, les noms, j'ai dit, tout d'un coup, devient avare de noms. On nous dit, Vayelech ish mi bet Levi, vayikach et bat Levi. Un homme de la tribu de Lévi s'est marié avec une fille de la tribu de Lévi. Pourquoi tu me dis pas, Vayelech Amram, vayikach et Yochavet? Et Amram s'est marié avec Yochavet. D'autant plus que je vais le savoir plus tard. Dans la Torah, il y a des psukim clairs qui me le disent. Là, on ne me le dit pas.
On me dit, un homme de la tribu de Lévi a pris une fille de Lévi. Lévi, c'est ce qu'on appelle en arabe Luftmensch. Il n'a pas de réalité concrète, il n'a pas de terrain. Lévi, c'est un peu tout le monde, un peu personne. Et là, on nous dit que cette femme de Lévi, elle tombe enceinte, elle a un enfant. Il a fait. Quand elle met au monde son enfant, on nous dit Vatere oto kitovu. Ouais, elle fait. Elle a vu qu'il était bon. Tu sais ce qui aurait dû avoir marqué là maintenant Vatikra et Shemo Tuvia. Vatere oto kitovu. Vatikra et Shemo Tuvia. Les amis, dans tout le livre de Bereshit, à chaque fois qu'on nous parle de la réaction de la mère au moment de l'enfantement du fils, c'est pour nous expliquer quel va être le prénom. Ra Hashem Beoni, Vatikra et Shemo Reuven. Shama Hashem Shimon. Il l'avait Ishiela et Lévi, et ainsi de suite. Là, on nous dit que Yochevet, la fille de Lévi, dit Vatere oto kitovu, appelle-le Tuvia. Agave, entre parenthèses, dans le Talmud, il va y avoir une liste de noms que Yochevet a donné à Moshe. Un de ces noms, c'est Behemet Tuvia. Seulement, la Torah ne nous dit pas qu'il s'appelle Tuvia. Noazma. Qu'est-ce qu'on fait alors? La Torah ne nous dit pas qu'il s'appelle Tuvia, alors comment il s'appelle? On ne sait pas. Il n'a pas de nom. Elle l'a caché pendant 3 mois. Le Midrash nous dit qu'elle a enfanté à 6 mois et qu'elle l'a caché jusqu'à ses 9 mois. Et puis après, les Égyptiens ont fait des patrouilles. Ils savaient bien qu'elle était enceinte. Ils ne savaient pas qu'elle avait accouché à 6 mois, mais elle ne peut plus le cacher. Mais donc, pendant ces 3 mois où il est caché à la maison, comment il l'appelait? Il n'avait pas de nom? Il l'appelait bébé? Il avait bien sûr un nom juif. Tuvia, pourquoi pas? Yekoutiel, Avigdor, il y a plein de noms qui sont donnés dans le Talmud. Mais 2 secondes. La Torah ne nous en parle pas. Non seulement la Torah ne nous en parle pas, mais on a vraiment l'impression que c'est volontaire. Et puis on nous dit que finalement elle ne peut plus le cacher, elle va le mettre dans le petit panier, vous connaissez l'histoire. Et sa sœur l'a accompagné. Et pourquoi tu ne me dis pas que c'est Myriam? Et là, on nous dit, tout d'un coup, la fille de Pharaon arrive. Pourquoi tu ne me dis pas qu'elle s'appelle Bithia? Alors peut-être qu'elle ne s'appelle pas Bithia. On a collé la fille de Pharaon avec Bithia parce que dans le livre de Divrei Yamim, il y a une autre fille de Pharaon qui s'appelle Bithia. Il y a que c'est la même. Mais pourquoi tu ne me le dis pas? Bat Paro. On ne veut pas me donner son nom. Vous savez pourquoi? On ne veut pas me donner son nom pour ne pas les shayer auto, pour ne pas le fixer à une identité. Car évidemment, un nom, c'est une identité. Finalement, elle trouve le bébé, vous connaissez l'histoire, elle n'arrive pas à l'allaiter, et là, Myriam qui est là, elle dit, écoute, moi je connais quelqu'un qui peut l'allaiter, machin. Et donc, elle le ramène chez maman Yocheved. Elle va l'allaiter pendant 2-3 ans, et une fois qu'il est sevré, eh bien, regardez ce verset incroyable. Le verset nous dit, qu'une fois que l'enfant a grandi, va tevieu le bat paro. Donc, elle l'a amené à la fille de Pharaon. C'est qui elle? Yocheved. Elle a amené le bébé à la fille de Pharaon. Vayeila le ben. Et il a été pour elle un fils. Pour qui? Pour la fille de Pharaon. Vatikra Shemo Moshe. Qui? La fille de Pharaon l'a appelé Moshe. La fille de Pharaon, elle l'a appelé Moshe? D'accord. Et la fille de Pharaon, elle parle quelle langue? Elle parle égyptien. Et donc, elle l'a appelé Moshe. Moshe, c'est un nom égyptien. Vous savez ce que ça veut dire d'ailleurs en égyptien, Moshe? Ça veut dire fils. Et il a été pour elle un fils, elle l'a appelé mon fils. Normal. Moshe, ce n'est pas un nom juif, c'est Bertrand, c'est Jean-Claude. Moshe, c'est un nom égyptien. Elle l'a appelé Moshe. Ah non, 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 c'est pas vrai. Il y a marqué Vatomer Kiminamai Meshitiou, c'est de l'hébreu. Rabbeinu Yitzhak Abrabanel nous explique que Vatomer, le mot Vatomer est superflu au niveau grammatical. On aurait très bien pu dire Vatikra et Shemo Moshe Kiminamai Meshitiou. Le fait qu'il y ait de nouveau marqué et elle a dit, nous dit Abrabanel, c'est la preuve que c'est pas Bat Paro qui parle, mais c'est quelqu'un d'autre qui parle. En d'autres termes, c'est qui ce quelqu'un d'autre?
Eh bien, c'est Yochevet qui est là et qui a amené le bébé. Elle entend que Bitya l'appelle Moshe, un nom égyptien, maintenant Yochevet. Elle habite en Égypte depuis longtemps, elle parle très bien égyptien. Donc elle a très bien compris que Moshe était un nom égyptien. Mais lorsqu'elle entend le mot Moshe, elle va lui donner un pérouche hébreu. Et elle dit, Vatomer kimina maim meshitiou. Ce qui veut dire, car tu as été sauvé des eaux. Ok? En d'autres termes, Yochevet donne un commentaire hébraïque au nom égyptien de Moshe. C'est comme quand tu as des gens aujourd'hui qui appellent leur fils Tom en Israël. Et ils te disent Zemilachon Tmimout. C'est gentil, c'est Hamoud, mais à la base, Tom, c'est le diminutif de Thomas. C'est juste que tu as pris un nom pas juif et tu l'as juifisé. Nounou. Nous, Bémet. Bekitsour, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, nous avons Moshe qui, dès sa naissance, a une double identité. Il est d'un côté égyptien, Moshe, d'un autre côté Kiminamaim Meshitiou, hébreu. Et ça ne va pas s'arranger avec le temps. Comme nous dit le Midrash, il a grandi chez Yochevet et Amram, tout en étant le fils de Bitya. Il grandit tiraillé. Il ne sait pas qui il est. Pas au niveau biologique. Il sait très bien que biologiquement, il est le fils de Amram et Yochevet. Et il sait aussi très bien qu'il est le petit-fils de Pharaon. En d'autres termes, le futur Pharaon. Et là, je tiens tout de suite à le dire. Oui, je suis contre toutes les réalisations cinématographiques sur le prince d'Égypte et autres Moshe 10 commandements. Parce que là-bas, dans tous les films, ils te mettent Moshe à côté d'un autre garçon, Ramsès, et te disent qu'ils ont grandi ensemble, Ramsès et Moshe. Il n'y a aucune raison de penser que Ramsès a grandi avec Moshe. Certes, il y a fort à penser qu'au niveau archéologique, eh bien, le pharaon de la sortie d'Égypte, c'est Ramsès II, même si on pourrait penser, il y a d'autres avis qui disent que c'est Amenhotep III, mais c'est pas très grave. À aucun moment, on est obligé de dire qu'ils ont grandi ensemble avec Moshe. C'est très possible que lorsque Moshe est parti d'Égypte, eh ben, entre-temps, pendant les 40 ans où il n'était pas là, il y a un nouveau successeur qui est arrivé qui s'appelle Ramsès. Dans le texte de la Torah, Moshe est le prince d'Égypte tout seul. Et là, on nous dit Vayigdal Moshe. Mais c'est Vayigdal Moshe, nous dit Rashi. Le verset d'avant, il y avait marqué Vayigdal Ayeled. Il dit Nahon, le premier Vayigdal Ayeled, ça veut dire qu'il a grandi physiquement. Vayigdal Moshe, c'est qu'il a grandi, il a pris de l'importance. En gros, Pharaon l'a nommé régent, l'a nommé premier ministre, l'a nommé héritier. Il a commencé à apprendre à être le futur Pharaon. Vayigdal Moshe, Vayetse Elechav. En tant que nouveau premier ministre, il va voir le travail, il va voir ses frères. Mais qui sont ses frères? Ah ben oui, c'est qui ses frères à Moshe? Rabbi Moshe ben Nachman, le Ramban, dit ce sont les Hébreux. Rabbi Avraham ibn Ezra, il dit ce sont les Égyptiens. Et qui sont les frères de Moshe? Eh bien en fait, Moshe a été voir qui avait raison, Ramban ou Ibn Ezra. C'est-à-dire qu'il est en train de vérifier, mais qui sont mes frères? Suis-je un Hébreu ou suis-je un Égyptien? Vayar besivlotam, il a été voir leur Sevel. Alors, on a l'habitude de dire Sevel, c'est la souffrance. C'est ce que dit le Ramban. Mais il nous dit le Ibn Ezra pas du tout. Sevel, c'est des travaux. C'est-à-dire qu'il a été voir ses frères égyptiens qui étaient les contremaîtres, qui étaient les architectes de tous les travaux faits par des esclaves juifs. Donc, encore une fois, pour Ramban, il va sortir au devant des Hébreux. Pour Ibn Ezra, au devant des Égyptiens. Qui est-il? Il ne sait pas qui il est. Et à ce moment-là, la Torah nous raconte qu'il y a une première prise de conscience et de position. Vayar ish mitzri, make ish ivri, me'echav. Il voit tout d'un coup ish mitzri. Ish, ça veut dire importance. C'est un prototype, c'est un représentant de l'Égypte frapper un représentant des Hébreux. En d'autres termes, il voit que l'Égypte utilise sa domination pour frapper le plus faible. Et à ce moment-là, Moshe, qui est plein de morale interne, comprend que non, c'est pas parce que tu es fort que tu as le droit d'opprimer le faible. Et donc, il prend, à ce moment-là, fait et cause pour les Hébreux. Il est, à ce moment-là, devenu hébreu. Le lendemain,
on dit Vayar veine shne anashim ravim. Il y a deux Hébreux qui se disputent. Et Moshe y intervient. Et là, il y a un des Hébreux qui dit, parce que Moshe lui dit, Lama takerecha, après tu feras ton prochain. Et là, l'Hébreu, Datan ve Aviram, disent le texte, enfin le Midrash. Ils lui répondent, ils disent, Eh oh, mi samcha le ishtar le ishtar alenu. Alors, Geni ataorek, kasher arakta et amitzri. Qui a fait de toi, sar ve shofet alenu? Qui a fait de toi le chef? Quoi, tu vas nous tuer comme tu as tué l'Égyptien? D'ailleurs, c'est quoi ça? Comment ils peuvent savoir qu'il a tué l'Égyptien? Pourtant, il avait marqué dans la Torah, Vaïfen koracho, vayar kien sham ish, vaïtmeneu bachol. Il a regardé là et là, il a vu qu'il n'y avait personne. Non, c'est pas qu'il a vu qu'il n'y avait personne. Il a vu que aucun ish, aucune importance n'allait sortir de cet homme-là. Mais la preuve, le lendemain, c'est que les gens ont vu ce qu'il a fait. Mais il s'en fiche. Il est prince d'Égypte, il fait ce qu'il veut. S'il veut tuer un Égyptien, il tue un Égyptien. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça, que les deux, ils lui disent Mi samcha le'ish sar veshofet alenu. Mais je suis le prince d'Égypte, enfin. Il y a ma tête sur toutes les pièces de monnaie. Il n'y avait pas de pièces de monnaie à l'époque, mais l'homme chané. Tout le monde me connaît. Et là, ils disent Oui, mais attention, mon ami. Hier, tu étais le prince d'Égypte, mais tu as décidé hier de te détacher de l'Égypte et de devenir membre du peuple juif. À partir de ce moment-là, tu es comme tout le monde. Tu veux être le chef, on va faire des élections, on va voir si on t'élit. Et là, nous dit la Torah, Va'achen noda adavar. Mais c'est Achen noda adavar, dit le natif de Vologine, que Moshe avait une grande question à laquelle il n'avait pas de réponse. Il disait, mais je ne comprends pas ce que les Juifs ont bien pu faire pour être tellement persécutés. Je veux dire, qu'est-ce qui fait qu'ils méritent ça? Et là, Rashi nous dit, noda li adavar. C'est-à-dire, ça y est, j'ai compris ce que je ne comprenais pas. Voilà, j'ai compris pourquoi les Juifs, ils sont tellement persécutés. Ils sont pourris. Entre eux, ils se disputent. Que les Égyptiens, ils frappent les Juifs, c'est Bobesséder. Mais entre eux, ils se disputent. Et à ce moment-là, Moshe s'en va. Il n'a pas accès, il n'accepte plus d'être rattaché à l'Égypte, problème moral, mais il ne veut plus non plus être attaché à Israël, et donc il s'enfuit. Et où est-ce qu'il va? À Midian. Pourquoi va-t-il à Midian? Et pour une raison très simple. Midian, il le sait, c'est le descendant, c'est le fils d'Abraham. Il recherche la Torah Chesed de Abraham. Midian, c'est le fils d'Abraham. Bah oui. Je vous rappelle qu'Abraham, après la mort de Sarah, s'est remarié avec Ketura. Et avec Ketura, il a eu 6 enfants, dont un qui nous intéresse, Midian. Il va trouver Yitro là-bas, et en Yitro, il trouve tout ce qui reste de la Torah d'Abraham. Et donc, il s'y attache. Nous dit la Torah, Vaeshev à la Be'er. Il s'est assis devant le puits. Dit Rachim, Yaakov Avinu Lamad. Il a appris de Yaakov. She'en misdavek zivugo ela à la Be'er. Donc, qu'est-ce qu'il a été faire? Yaakov, qu'est-ce qu'il a été faire à la Be'er, au Be'er? Il a été trouver une femme. Mais pourquoi faire avec? Am Israël. Si Moshe apprend de Yaakov Avinu, c'est que Moshe veut à Midian créer un nouveau peuple. Il a perdu la foi dans l'Égypte. Il a perdu la foi dans Am Israël. Il veut créer une nouvelle identité. Midianite, pourquoi pas? Et pendant 40 ans, il développe sa qualité de berger, de dirigeant, de manille, jusqu'à ce que Dieu se révèle à lui. Et c'est le fameux épisode du sné, du buisson. Et là, Dieu lui dit, Shamati et orni ami asher b'Mitzrayim. J'ai entendu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, comme si on ne savait pas. Mais non, mais c'est pas pour nous, c'est pour Moshe. Moshe qui a rejeté l'idéal que Am Israël était le peuple de Dieu. Dieu lui dit, non, mais t'as pas compris, mon peuple, c'est celui qui est en Égypte. Alors, comment c'est possible? Ils sont tout pourris. Il dit, à propos du verset de la Haggadah, qu'on dit dans la Haggadah, Vayareu otanu amitzrim vayanunu. Vas-y, Vayareu otanu amitzrim, nous dit le Rav Kook, Asu otanu ra'im. Dit Dieu à Kadosh Baruch Hu à Moshe, le fait que tu as vu qu'ils étaient pourris, c'est vrai qu'ils sont pourris, mais c'est pas ce qu'ils sont vraiment. C'est à cause de l'esclavage qu'ils sont comme ça. Viens, on les sort d'Égypte, tu verras, ils seront Besséder Gamour. Et là, Moshe, il dit, je ne peux pas y aller. Je suis désolé, je n'ai pas envie d'y aller. Je ne suis pas légitime pour y aller. Qui suis-je? Mi anochi asher elech el paro. Tu veux m'envoyer vers les Égyptiens pour libérer les Juifs? Mais pour aller vers les Égyptiens, il faut un Égyptien.
Pour aller vers les Juifs, il faut un Juif. Mais moi, je suis ni vraiment ça, ni vraiment ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est pas à moi d'y aller. Et Dieu lui dit, mais si, c'est à toi d'y aller. Mais je sais pas bien parler. C'est vrai, je sais pas bien parler. C'est-à-dire, je parle pas la langue, c'est pas que je bégaye. Oui, le Midrash lui qui bégayait depuis qu'il était petit, l'histoire des buissons, des charbons, machin. Mais là, au moment du Sné, Akadosh Baruch Hu le guérit. Il bégaye plus. Alors, Makara, il dit, mais je sais pas parler, j'ai pas le langage qu'il faut. Ni pour parler à Pharaon, ni et encore moins pour parler au Bnei Israël. Pendant 3 jours, nous dit le Midrash, Moshe va essayer d'argumenter pour pas y aller. Son dernier argument, son joker, c'est de dire à Dieu, s'il te plaît Dieu, Shlachna beyat tishlach. Envoie celui que tu as l'habitude d'envoyer. Nous dit Rashi, envoie Aaron. Aaron, c'est mieux que moi pour faire le boulot. Aaron, c'est un vrai mec, c'est un rabbin, tout le monde le connaît, c'est un tzaddik. Et là, pour la première fois, Dieu s'énerve contre Moshe. Vaïcharaf Hashem be Moshe. Et il dit, ma pitom Aaron. Yadati ki Aaron achicha alevi. Aaron, c'est un lévi, d'Aïnou, en français, un rabbin. Yadati ki daber yedaberu. Les rabbins, ils savent parler. Oui, il fait des bons devoirs Torah, Aaron, mais j'ai pas besoin d'un rabbin, là. J'ai besoin d'un homme politique. J'ai besoin d'un dirigeant. Pourquoi tu crois que tu as grandi 40 ans dans le palais de Pharaon et que tu as appris, tu as fait Sciences Po pour être Premier ministre, pour être Pharaon? Parce que j'ai besoin d'un dirigeant. Tu te trompes, Moshe. Tu crois que celui qui parle à Pharaon doit être un Égyptien et celui qui parle aux Hébreux doit être un Hébreu? C'est tout l'inverse. Celui qui doit parler à Pharaon, c'est un Hébreu, qui doit lui expliquer la révélation. Et celui qui doit parler aux Hébreux, c'est un Égyptien qui doit leur expliquer comment est-ce qu'on gère un pays. Toi, Moshe, tu es les deux. Aaron, c'est un très bon Hébreu, mais il connaît rien à l'Égyptien. Toi, tu es les deux. Le dirigeant du peuple juif, celui qui doit nous sortir d'exil, eh bien, c'est quelqu'un qui doit être baigné profondément de culture juive, mais qui doit être complètement capable de nager dans la culture mondiale. Moshe dit, Avalem lo ya'aminu li, velo yishmeu bekoli, ve'amru lo nira elecha Hashem. Moshe dit, ils ne me croiront pas. Ils ne m'entendront pas, ils ne me croiront pas, ils diront, c'est pas vrai, Dieu ne s'est pas révélé à toi. Le natif de Vologine dit que juste à ce moment-là, Dieu lui a dit, mets ta main dans ta veste, et il l'a ressorti complètement, Metzorat Kasheleg, la lèpre. Or, vous savez bien que la lèpre, c'est ce qu'on reçoit quand on fait du Lashon Hara. Dit le natif de Vologine, Moshe Rabbeinu a fait du Lashon Hara sur l'Am Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils vont pas t'accepter? Non, mais ça va pas la tête. On n'a pas le droit de dire du mal comme ça du Am Israël. Mais enfin, Dieu, je suis habillé en égyptien, j'ai une jupette, j'ai une petite barbichette, je parle pas yiddish, j'ai jamais étudié la Torah, comment est-ce qu'ils vont m'accepter? Dit le natif de Vologine, ne dis pas à Dieu Am Israël que lorsqu'il va voir le Goël, il le rejettera parce qu'il ne ressemble pas à ce qu'il pensait qu'il devait ressembler. Et nous n'avons pas le droit de dire à quoi doit ressembler le Mashiach. C'est Akadosh Baruch Hu qui nous envoie, qui il a envie de nous envoyer? Résultat des courses, Maaseh Avot, Siman Labanim. Lorsque, c'est-à-dire les actes des pères sont des repères pour les enfants. Lorsque Akadosh Baruch Hu a décidé de libérer son peuple après 2000 ans d'exil dans notre génération, eh bien, tu croyais quoi? Qu'il allait envoyer un rabbin? Ça n'aurait jamais marché. D'ailleurs, ils ont essayé. Le Rav Gutmacher, le Rav Kalisher, le Rav Fael Kalai. Ça ne marche pas. On n'écoute pas les rabbins. Ils parlent, mais de toute façon, on ne les écoute pas. Et deux, ils ne savent pas faire. Alors, Akadosh Baruch Hu, il a envoyé quelqu'un qui est baigné de culture juive. Son père était le gabaï de la synagogue de Budapest. Il était également baigné de culture biblique, mais il était complètement assimilé à la culture occidentale. Il a même pensé à un moment donné que l'idéal, c'était l'assimilation du peuple juif au christianisme. Mais lorsqu'il voit Ishmitzri Maké Dreyfus, enfin Ishmitzri Maké Ishivri, lorsqu'il comprend que Alfred Dreyfus, qui est l'homme le plus assimilé du monde, est quand même ramené à sa condition de juif, eh bien il prend fait et cause pour ce peuple. Il prend fait et cause et commence à écrire l'état des juifs. Alors quoi, Herzl ne va pas être accepté par les rabbins? Ah, il y a toujours des gens qui vont dire Emloya Aminuli. Mais il y a des gens qui ont dit Anarnulo Ma'aminim lo.
Mais Akadosh Baruch Hu, il s'en fiche des considérations de chacun. Il a envie d'envoyer la Géoula, et donc il a envoyé un homme, qui était certainement le seul qui pouvait remplir le travail. Baigné de culture égyptienne occidentale de l'époque, jusqu'à aujourd'hui, et donc également fier de ses origines, le Rav Tzvi Yehuda Kook avait l'habitude de toujours rappeler que Herzl était séfarade. Il était séfarade, Herzl est séfarade. Et il dit pourquoi c'est important de le rappeler? Parce qu'un séfarade, il n'est jamais loin de son identité, au niveau profond. Et lorsqu'il dira sa phrase dans l'ouverture du congrès sioniste, il dira le retour, le sionisme est un retour au judaïsme avant d'être un retour à notre terre. Rabotai, est-ce que je suis en train de dire que Herzl est le Mashiach? Non, pas le Mashiach ben David, mais le Mashiach ben Yosef. Dit le Rav Kook, quand il fait l'éloge funèbre de Herzl, Ikveta de Mashiach ben Yosef. Les amis, c'est de cela qu'on parle. Mon cher Rabbeinu est le premier Goël qui nous montre comment on doit être un Goël, comment on doit être un libérateur. C'est quelqu'un qui est d'un côté à l'intérieur du peuple juif, fier de sa culture, de son identité, mais d'un autre côté, complètement capable d'utiliser les capacités des Goïm. C'est exactement ce qu'a fait Moshe, c'est exactement ce qu'ont fait tous les dirigeants de toutes les générations, et c'est aujourd'hui ce qu'on doit réfléchir quand on veut mettre en place un dirigeant sur le peuple juif. Eh bien, il faut qu'il soit d'un côté baigné de notre identité, et de l'autre, tout à fait capable d'utiliser tous les stratagèmes du Olam Hazé. Shabbat Shalom les Koulam.